Bon, allez, on est prêt, on est bien et on est parti. Si tu veux, bonjour, au revoir. J'ai pris un au revoir. La violence de ce garçon en face. Ah, mais pour moi, Cannes représente un des plus grands festivals au monde du cinéma. Le chef-d'œuvre, comment vous connaissez mon nom? J'ai vu le début du film. C'est un scandale! Un scandale! Nous déclarons le 71e Festival international du film de Cannes ouvert. Bonjour et bienvenue dans Nos Ciné Spécial Cannes épisode 2. Je suis David Honora et je suis très heureux de vous retrouver en direct de la quinzaine des réalisateurs qui nous accueillent sur la Croisette. Pour ce deuxième épisode, on est dans un joli petit salon, toujours avec vue sur la Croisette, et à mes côtés, Perrine Kenson. Comment ça va, Perrine ? Bonjour David, ça va ? La forme on est quoi, jour 5, tranquillou bilou, quoi. Non, ça va. On est sur une bonne tendance là. En tout cas, on est parti sur un épisode où on a déjà placé tranquillou bilou, donc ça va très bien se passer. Et avec moi, j'ai à nouveau Daniel Andreev, encore plus en forme que jamais. Il me regarde avec un petit sourire coquin sur son canapé. Comment ça va, Daniel ? Live dans la place, tout est bien, représente le 7-5. Représente tous mes potos. Je suis ravi d'être là. J'ai vu quelques bons films. Bah oui, on a vu pas mal de films, et d'ailleurs on a pris un peu de temps avant ce deuxième épisode d'avoir vu des films, parce que c'est quand même plus sympa pour en parler, de les avoir vus. Plus simple, c'est plus logique aussi. C'est comme ça que ça marche. Ouais. Et du coup, on va faire un petit tour de tout ça. On n'a pas tous vu la même chose, donc parfois on va pouvoir un petit peu discuter quand on sera plusieurs à avoir vu les films, et puis on va aussi pouvoir parler de nos coups de cœur, des trucs un peu vus hors des sentiers battus. Je sais que Perrine, tu vas pouvoir nous parler un petit peu de réalité virtuelle. C'est carrément ça a mis des casques VR. C'est le nouveau cinéma, ça. Donc voilà. Pas le bol de l'écran. Et on va commencer par un des premiers films qui a été montré en compétition, qu'on a vu tous les trois et qui nous a plutôt intéressés, même si on n'est, je crois, pas tout à fait d'accord sur le film. C'est le film russe L'été de Kirill Serebrennikov. Dont tu vas pouvoir nous parler, Perrine, nous raconter un peu de quoi ça parle. Oui, en effet. Donc, ce qui est intéressant de dire aussi, c'est que Kirill Serebrennikov n'était pas là à sa montée des marches pour son film, puisqu'il est interdit de sortie par son pays, la Russie. Mais donc le film parle de deux artistes chanteurs de rock. C'est du rock, quoi. Dans les années, on est quoi, dans les années 80. On est au tout début, on est en 81. Juste avant la perestroïka. Ouais, juste avant la perestroïka. Juste au moment où la perestroïka commence, c'est le début où le rock commence à être autorisé, puisqu'il ne faut pas oublier que tout ce qu'ils font a été interdit, ne serait-ce que 2 ans avant. Mm-hmm. Et donc on voit germer les talents. On voit deux talents que nous en Europe, soyons clairs, enfin en tout cas en France, moi je connaissais pas du tout. On connaissait pas. En tout cas moi je connaissais pas du tout, et c'est vrai qu'on assiste à une jeunesse russe. On a l'impression d'être dans un film on a l'impression d'être dans un film américain à l'époque où il y avait le Velvet, cette génération-là. Sauf que d'un seul coup on est transporté en Russie et au début des années 80. Donc il y a une sorte de décalage. Le film est en noir et blanc. Donc voilà, c'est un petit peu ça le sujet. Ouais, c'est un film en noir et blanc, et puis avec des effets de style assez particuliers, notamment dans les scènes musicales, des effets un peu clippés. Un peu Sundance, j'ai envie de dire. Non. Moi, j'ai trouvé ça pas très beaucoup Sundance. accroché à cet aspect-là. Il y a un peu des trucs un petit peu cheapos. C'est intéressant dans la mesure où c'était pour eux une manière de réapproprier, puisqu'en fait c'est souvent des chansons occidentales que un des Roman, donc comment il s'appelle déjà, Mike, c'est vrai. Roman, c'est le nom d'acteur. Que Mike réinterprète, en fait, il les traduit, et donc ça donne des espèces de des blougi-boulga de chansons un peu. Oula, mais c'était blougi-boulga, on ne maîtrise pas le Casimir ici. Parce qu'il y a à la fois des chansons de ce groupe qui sont, alors je crois c'est toujours réinterprété, en tout cas par les acteurs, et puis il y a aussi des tubes du rock américain, on a du Lou Reed, occidental, on a du Bowie, donc la BO est quand même juste la meilleure BO jusque-là, et en même temps, moi c'est un peu un truc qui m'a laissé un peu sur le carreau. Il y a le côté un petit peu Rock Collection, j'avais peur que Laurent Voulzy surgisse à un moment dans un plan, et en même temps, enfin voilà, on sait que le film a été plutôt très bien accueilli, en particulier par la critique française.
on suit un peu le tableau des étoiles dans les différents magazines et c'est pour le moment le film préféré de la critique française et il est dans le top sur la critique internationale parce que c'est aussi il y a un côté un petit peu feel good movie ou film d'artiste presque aussi. Easy listening cinématographique. Je trouve pas que ça soit un feel good du tout. Je trouve que justement c'est ce qui est assez beau dans ce film. Donc on a ces deux personnages qui sont des personnalités réelles. Encore une fois, je reviens, on les connaît pas très bien. Alors il faut juste pour préciser, Victor Tsoi, c'est une icône du rock'n'roll russe. C'est quelqu'un qui va mourir en 91 d'un accident de bagnole. Et dans le groupe qu'on le voit fonder en fait à la fin du film, qui s'appelle Keno, c'est vraiment une des voix de la libération de la Russie. Il meurt juste avant que l'URSS disparaît en fait. Avant la fin du mur, quoi. Enfin, avant la chute du mur. Ouais. Et c'est ça non, il meurt après la chute du mur, mais avant le. Oui, non, il est mort en 90, donc avant la réunification officielle. Avant la fin de l'URSS. Et il y a un truc important, c'est que le film nous vend en fait plus l'histoire d'amour, le triangle amoureux, et nous fait croire, si tu connais pas, que Victor en fait c'est le personnage secondaire en fait, que c'est le mec qui se rajoute au couple. Moi je le trouve pas du tout secondaire, au contraire il est amené parce que il a une sorte d'admiration pour le personnage de Mike au début, donc il rentre par ce biais-là, mais finalement il prend toute la place et c'est très beau parce qu'on voit finalement Mike au contraire s'effacer plus ou moins au fur et à mesure. Mais ce que je trouve qui est vraiment intéressant, c'est ce portrait. Voilà ce que je disais, on rentre dans le film, on a l'impression, on ne sait pas, une scène d'ouverture très très réussie, on voit des groupies monter avec une échelle pour aller dans un concert de rock assis où on n'a pas le droit de danser, c'est complètement farfelu. Et on a l'impression au début d'être dans un film vraiment américain, je vous dis vraiment période années 60. Et d'un seul coup, on s'aperçoit qu'on est en Russie et on a face à nous une jeunesse qui espère, qui a des envies, qui a des volontés et qui se prennent des murs. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez, assez tragique dans l'histoire. Je trouve le film assez triste. Au contraire, c'est pas du tout un feel good, mais il y a des moments, des purs moments de. Visiblement, les passages un petit peu comédie musicale ne vous ont pas enchanté. Mais moi, au contraire, ça a très très bien marché. Beaucoup d'effets de style. Un personnage qui rentre dans l'écran à un moment donné. Un autre personnage qui nous raconte des anecdotes en cassant le quatrième mur. Moi, je trouve qu'au contraire, le Kirill Serebrennikov, qui lui est coincé dans son pays, a un film qui est rempli de liberté, et ça, moi, ça m'a complètement enthousiasmé en fait. Qui, juste pour le coup, précisons que c'est a priori pas, enfin, il y a aucun lien entre le film et les raisons pour lesquelles il est enfermé dans son pays. J'ai un gros souci avec ce film, c'est puisque c'est un film d'époque, puisque c'est un biopic, c'est la qualité de la reconstitution. Et il reconstitue l'Union soviétique de manière totalement aléatoire. On n'a pas l'impression que ces gens crèvent la dalle, alors que c'était plutôt un peu le cas. Ils sont quand même en train de squatter. On n'a pas l'impression qu'ils luttent vraiment. On voit vraiment la seule vraie scène politique, c'est le début. C'est quand on les voit on voit les milices en train de demander, le KGB en train de demander aux jeunes de s'asseoir pendant le concert. Et après, c'est complètement évincé. Et du coup, on a l'impression que c'est des jeunes d'aujourd'hui. J'ai trop cette impression que c'est des jeunes d'aujourd'hui. Alors, ça perd quand même le côté fondamental de l'impact du rock et de son intérêt en fait. C'est pour ça que moi je trouve sur le ton, et effectivement, enfin après ce que tu as dit, Perrine, je te rejoins un petit peu dans le sens où c'est pas vraiment du feel good, mais on est plus dans un truc d'atmosphère. Moi ça a pu me faire penser un peu au cinéma de Jim Jarmusch par moment, et du coup on recrée plus effectivement un spleen et un truc un peu à la fois nostalgique et surtout fantasmé. Et notamment, il y a des séquences dans le film qui sont d'ailleurs explicitement mentionnées par un personnage comme ceci n'a pas existé. Totalement. Ce qui est assez drôle. Cet aspect-là, je le trouve plutôt pas mal, et à chaque fois, c'est amené de manière différente. Le mec qui ressemble un peu au mec de Radiohead. Il ressemble à oui, Tamir. Il a un petit côté. Entre Radiohead et du coup, ça c'est plutôt assez plaisant. Et bon, globalement, il y a un flow musical qui traverse tout le film et qui est hyper prenant et qui donne presque envie de danser sur son siège, quoi. Mais ce qui est amusant là, tu dis il ressemble au mec de Radiohead, mais c'est vrai que pendant tout le long je voyais des personnages, donc le personnage de Victor, j'ai l'impression de voir une sorte de Jim Morrison asiatique. On a un personnage à un moment donné pendant un concert, moi je trouve une séquence géniale où tu as un concert chez une vieille dame, ils squattent complètement, ils font une sorte de grosse fête, et là il y a un type, on dirait Ian Curtis de Joy Division. Voilà, on a l'impression de retrouver des personnages de l'Occident qui d'un seul coup sont copiés, transformés, réavalés par la culture russe, et moi ça m'a complètement fasciné. Il y a beaucoup de ça, t'as totalement raison. Et justement là il y a toute une séquence où ils refont des pochettes de disques, et pareil ils se réapproprient ça, c'est-à-dire nous on n'a pas eu cette liberté là, et on se l'octroie, et c'est très très beau en fait. Moi je trouve que le film a au contraire je l'ai déjà dit, mais ce désir de liberté qui moi m'a plu en fait.
Donc ça, c'était l'été de Bravo Kirill. à Teo Yu, qui est quand même l'acteur coréen qui joue ce... Oui, voilà, Et il y a un TP, acteur tout le monde coréen y a qui vu joue du feu quand même. un russe. Oh, mais oui, moi rien du tout. Hein. Et donc dans l'été de Kirill Serebrennikov, voilà, qui est un film assez finalement assez abordable par rapport à la moyenne de ce qu'on peut voir en compétition à Cannes et qui peut peut-être à sa sortie, je sais pas si elle est déjà programmée, mais avoir En tout cas, certain succès c'est public. Black Film qui le sort. Je crois pas qu'il en soit encore daté. C'est un film agréable. Alors on Avec va bon passer écoute. à une autre de nos attentes dont on a parlé dans la première émission. C'était le film chinois de Jia Zhangke, titre français Les Éternels, titre international Ash is the purest white. Rien de plus pur que la cendre, voilà. Et alors Daniel, bon, toi c'était une de tes très grosses attentes, tu nous en avais parlé. Qu'est-ce que tu as pensé du film? Est-ce que tu peux d'abord raconter un petit peu de quoi ça parle? Alors, c'est l'histoire d'une... D'abord, c'est un presque contemporain, c'est presque un film... Maintenant, il revient... Ça commence en 2001. Il revient à la narration. Et c'est un couple, c'est l'histoire d'un couple de mafieux, en fait. De mafieux, mais vraiment petite classe, de vraiment province chinoise des années 2000. Et il raconte comment leur vie va s'éloigner au fur et à mesure. C'est un film en 3 actes, c'est ce qui lui donne un petit côté théâtral. Comme ces 2 précédents films d'ailleurs. Et qui s'inscrit complètement dans le style Jia Zhangke. Alors on retrouve un peu ces éléments classiques, c'est-à-dire des incrustations un peu de ces stock shots qu'il récupère au gré de ses voyages. On voit des scènes de bus, on voit ça se passe à Shaanxi, donc qui est quand même la province dont est originaire Jia Zhangke, dont il est maintenant député, puisque c'est la grosse... C'est au nord de la Chine, c'est ça? Et donc tu sens qu'il y a vraiment un retour aux sources, et j'ai l'impression que c'est même un très jusqu'au boutiste dans sa démarche, puisqu'il fait référence à son propre cinéma. Il y a des moments où il parle bien sûr des 3 gorges, et donc ça nous renvoie à Still Life, qui est à mon sens son chef-d'œuvre. Et j'ai trouvé ça absolument plaisant, mais plus que plaisant, il y a des plans d'une beauté sidérante. Il faut voir quand même, c'est une espèce de balade, d'espèce de randonnée avec un handicapé dans un stade vide, en pleine construction. Jia Zhangke, c'est quelqu'un qui sait capter les moments de déconstruction de notre société et aussi de la ville, puisqu'il a été témoin quand même de la... faut pas oublier que la Chine, entre 2006, c'est un moment charnière, puisque c'est juste avant les JO, donc du coup ils ont énormément détruit, ils ont essayé de construire aussi, et il réussit à capter, et c'est vraiment peut-être le plus grand réalisateur pour ça. Il a capté le truc de l'exploration urbaine par le cinéma, et j'adore ça, et c'est un film d'une beauté sidérante. Il y a une très belle scène à propos de ce que tu dis dans le 3e segment du film, où le personnage revient là où il était, il demande où est-ce qu'on est, et elle lui montre sur son téléphone qui revient à un endroit qu'il connaissait, et que la métamorphose de la ville a été tellement incroyable qu'il ne s'en rend pas compte, quoi. Et il y a effectivement ça c'est quelque chose, la manière de filmer la ville, la construction, les grands espaces, les gueules, les gens, les citadins, il y a des personnages. Moi je trouve qu'il y a des instants de mise en scène vraiment incroyables, et notamment il y a à la fin du premier segment, en fait, la vie de la femme dans le couple bascule parce qu'elle fait un choix avec une arme, et le découpage et la chorégraphie de cette séquence, moi, continue à m'obséder. Enfin, je trouve ça extraordinaire. Tu m'en parles, j'ai des frissons là. Il y a vraiment un truc où tu te dis, wow, là c'est quelqu'un qui sait faire du cinéma, et je trouve en même temps, par rapport à ces deux précédents films qui pour moi étaient vraiment des prouesses, justement dans cette approche de la fresque sur de nombreuses années. Là, le film du coup va de 2001 à... On sait pas. Je crois qu'à un moment, il parle de 2010. Il y a des indications temporelles toujours un peu glissées d'ailleurs dans le film de manière assez marrante. Du time dropping. Comme ça. Et donc sur quasiment 20 ans, il arrive à tenir ses personnages et du coup à raconter à travers leur histoire un truc sur son pays, et c'est assez passionnant de ce niveau-là. Il y a pas mal de petites surprises aussi, des trucs, sans trop en dévoiler, mais à un moment le film part
dans quelque chose d'autre, on va dire. Tout d'un coup, on a l'impression que de voir naître un Jason que Cinematic Universe. Ouais, en plus, il y a ça, il y a les liens avec le reste de sa À un filmographie. moment, je me suis dit, est-ce qu'on pourrait pas recoller 2 films l'un dans l'autre et obtenir un autre film? C'est vraiment. Je crois qu'il fait une boucle dans son cinéma, quoi. Ouais. C'est-à-dire. Et je pense aussi que il arrive à un moment de sa carrière. Là, disons qu'il approche de la cinquantaine, et je pense que, enfin, c'est quelque chose que je trouve qu'on observe chez les grands cinéastes qui, au bout d'un moment, commencent à ressasser leur cinéma et à revenir sur leurs obsessions, à avoir un regard un petit peu différent, et du coup proposer quelque chose qui, quand on connaît un petit peu ces films, est encore plus enthousiasmant, parce que du coup on fait les connexions, c'est passionnant. Si t'es connaisseur, c'est passionnant, et si t'es noob, si tu te laisses embarquer, c'est vraiment génial. Alors, on va pouvoir aussi parler d'un Palme d'or, hein, j'annonce. d'un autre réalisateur qui lui, il a déjà beaucoup ressassé son cinéma. Il est un peu en bout de course. C'est Jean-Luc Godard. Je vois où tu vas. Donc Jean-Luc Godard qui présentait le livre d'images. Qui présentait. En son absence. Non, il l'a textoté. Alors en son absence, mais juste avant qu'on enregistre ce podcast, on n'a pas pu y assister, en tout cas pas moi, mais apparemment il a fait une conférence de presse en FaceTime. Donc je vous invite à aller voir ça sur YouTube. Ça doit se rattraper sur la chaîne du Festival de Cannes, et on va aussi aller regarder ça. C'est un non-stop. Et donc le film, le livre d'images, c'est pas un film de fiction, c'est un film collage entièrement fait d'images d'archives, d'images de films, d'images de ses propres films, y compris ses films récents. Et puis du travail sur le son, sur la voix, c'est extrêmement spécifique à ce qu'il fait. Ça, dans ses films récents, ça se rapproche de ce qu'il avait fait. Enfin, récent, ça a déjà 20 ans, mais d'histoire du cinéma. Ouais. Si on est un peu réfractaire à ça, c'est même pas la peine d'essayer, je pense. Ah oui, si t'as eu le moindre problème avec un des précédents, c'est foutu. Bon, j'irai pas. C'est un film qui commence par un index, par une main, et avec un index levé, mais en fait ce que Jean-Luc Godard est en train de nous adresser, c'est un WAD, en fait. Il nous fait un doigt d'honneur. Oui, Namel Bent. Sauf qu'elle, c'est le point levé. Non, mais lui clairement, il nous fait c'est un troll, c'est un film troll. Il s'adresse à la fois à ses fans, il s'adresse à la critique, il s'adresse aux journalistes, il s'adresse au monde du cinéma. Et il lui fait son espèce de bouillabaisse de montage qu'il a fait depuis sa maison, depuis sans doute libre de droit. Je sais pas comment ça s'est passé pour le legal check de ce film. Oui, je pense que c'est compliqué. Et puisque je sais pas s'il a demandé à Daesh l'autorisation des vidéos YouTube utilisées. Ouais. Et c'est quand même un Jean-Luc Godard où on voit quand même un anulingus, il faut le dire. Ça fait partie des réjouissances mais c'est désaturé, donc. Oui, bien sûr. Vous venez de repiquer ma curiosité d'un seul coup. Sursaturé, pardon. Il y a beaucoup de il y a beaucoup de lectures un peu laconiques. Alors il y a Orphée, il y a beaucoup de citations, et parfois je me dis il faudrait que je la note parce qu'elle est vraiment très bête, celle-là, ou très bien vue, ou c'est une belle citation mais sortie de son contexte, ça n'a rien à voir. Et à la fin il essaye quand même de nous balancer le message, puisque c'est ça quand même les derniers Jean-Luc Godard, c'est qu'il faut être réveillé dans les 10-15 dernières minutes pour avoir le message du film, et à la fin tu vois où ça va, et il a une espèce de vision du Moyen-Orient très personnelle depuis sa maison helvétique, et donc à la fin c'est le message un peu assommant, j'ai envie de dire, et c'est là où tu vois si les gens ont mérité d'accueillir le message de Jean-Luc Godard. Non, mais il y a quelque chose, moi je suis moins catégorique que toi sur l'aspect troll, dans le sens où je pense qu'il y a quelque chose d'un petit peu désespéré. Enfin, je pense que depuis quelques années, je pense qu'il pense beaucoup au fait que tout simplement il va mourir. Donc il ressasse un peu ça, et il essaye de faire un peu le bilan d'un certain nombre de choses. Le film en fait propose, alors
quand on explique ce que disent les films de Godard, c'est toujours assez prétentieux, mais en fait, il parle du fait qu'il y a eu des textes, des livres de textes, des livres, la Torah, la Bible, etc. Et il se propose de te faire un livre d'images. C'est comme ça qu'on interprète le titre. Il se positionne. Non, mais c'est vrai, il positionne son humble. film. Il positionne son film dans cette approche. Il propose un Nouveau Testament, en fait. C'est ça qu'il est en train de faire. Nouveau Testament. Exactement. Et du coup, dans les deux sens du terme, et Godard qui inverse les mots et qui aime les jeux de mots, dirait que aussi c'est un testament nouveau et aussi un testament peut-être pour lui-même, parce que ça ressasse effectivement ses préoccupations et un peu sa vie. Et ça se termine par quand même alors je ne sais pas si c'est une citation, parce que je crois qu'il l'avait déjà utilisée avant, mais cette phrase sur laquelle je vais vous permettre de méditer un peu. Et même si rien ne devait être comme nous l'avions espéré, cela ne changerait rien à nos espérances. La passion selon Godard. Amen. Boum, j'ai fait une mauvaise liaison, c'est comme nous l'avions espéré. Voilà. On l'avait pas relevé. Voilà, mais bon. Il l'aurait dit avec son accent pourri. Mais tu vois, ce film aurait gagné en étant avec Louis Garrel, je pense, tu vois. Non, et en fait, effectivement, moi, c'est ça qui rend le truc encore plus opaque, c'est qu'il y a effectivement, quand c'est uniquement des images d'archives, il y a même pas le truc qui peut jaillir de une image qui aurait été tournée avec une actrice, un acteur, un chien en 3D. Mais non, il faut le dire. D'abord, en plus, il y a pas de. Même si on revoit le chien. Il y a rien de filmé. Il y a rien de filmé pour ce film. C'est vraiment que du stock shot. Jean-Luc Godard est un professeur de fac qui prend plaisir à faire le cours le plus incompréhensible du monde, avec sans doute la joie intérieure de voir deux gars, peut-être deux élèves, comprendre ce qu'il dit, et il est satisfait par ça. Il aime ne pas être compris. Et d'ailleurs, j'adore cette citation de Notre Musique, qui est quand même un film qui a peut-être 15 ans maintenant, et où Notre Musique, il disait, écoutez, donc il lit ses fiches et il dit, écoutez, si vous avez compris quelque chose à ce que j'ai dit, c'est que j'ai mal fait mon travail. Et il continue sur cette lancée. Bravo Jean-Luc, continue. Alors, on va enchaîner avec maintenant un petit peu plus en vrac. Chacun, on va peut-être même pouvoir faire plusieurs tours de petits coups de cœur, de films qu'on a vus. On va commencer avec toi, Perrine. Oui. Et pourquoi pas commencer par nous parler de ton expérience en VR ? Ah oui, alors je ressors le titre parce que c'est pas évident. L'expérience VR, c'est The Horrifically Real Virtuality, avec l'accent. Donc c'est une expérience de DV Group qui avait fait Alice l'an dernier. Ils avaient déjà proposé Alice aussi. Et en fait, c'est plus qu'une expérience VR, je dirais que c'est une démonstration de force technologique en soi, parce que c'est quelque chose qui a été monté en 3-4 semaines. Donc c'est assez étonnant, et c'est disons qu'il montre quelque chose qui est encore au stade expérimental, mais qui peut donner quelque chose de très intéressant sur l'avenir. On est sur un tournage, on rentre physiquement sur un plateau de tournage d'Ed Wood, donc un acteur joue Ed Wood, et il est en train de diriger quelqu'un qui a un rig, et donc qui est en motion capture, et qui joue Bela Lugosi. Et donc on voit Ed Wood qui dirige Bela Lugosi. Et là, nous on regarde des écrans à côté de nous, et tout de suite, chaque mouvement qui est fait est représenté directement à l'écran. C'est filmé en 2D, c'est normal. Sauf que ce qui est filmé avec cette caméra, on peut le réutiliser tout de suite avec un casque 3D, et même rentrer en interaction avec le décor, rentrer en interaction avec Bela Lugosi à travers la 3D, enfin à travers la VR, quoi. Et c'est très compliqué à expliquer, c'est vraiment à vivre, mais en soi, en termes juste par exemple de possibilités vers l'avenir, c'est de se dire que maintenant, avec un seul équipement, on pourra filmer de la 2D, de la 3D qu'on peut utiliser en VR, filmer plusieurs choses, alors que maintenant ça nécessite 3 dispositifs différents, et là on pourra tout faire en un. Et c'est-à-dire qu'on pourra se balader sur les plateaux des films qu'on aura vus, des choses comme ça à travers la VR, parce que le mouvement est pris en compte. Donc c'est absolument surprenant et très déstabilisant en fait. J'ai une question, est-ce que Bela Lugosi fait Come to Me ? Oui, oui. Parce que sinon je jetais mon casque. Oui. Il fait même sa main comme ça là, un peu putain, creepy. j'ai trop C'est vendu à Daniel. Très très bien. Alors Daniel, parle-nous d'un de tes coups de cœur. Alors moi j'ai aimé Donbass. Alors Donbass, c'est une région de l'Ukraine. Et c'est un film de... Vas-y, tu me le ressors, j'ai un trou de mémoire. De Sergueï Lossnitsa. Ça.
Et c'est un film, donc un réalisateur ukrainien, et qui nous parle quand même de la situation. C'est vraiment le Capharnaüm en Ukraine, puisqu'on nous montre les factions qui sont là-bas, qui sont des russophones, qui sont évidemment pro-russes, mais qui en même temps sont des factions mafieuses et qui organisent comment on dit déjà, une sorte de contre-pouvoir. Pillage. Non, il pille les populations en fait. Il pille les populations et en même temps ils rejettent la faute. Ils font du racket exactement et en même temps ils se défendent en disant mais non c'est eux les fascistes. Qui est une défense que j'ai souvent entendue quand j'allais en Russie. C'est mais non mais c'est eux les fascistes. Nous on est les héros. Et du coup c'est une situation incroyable. C'est vraiment un film tourné en mode docu-fiction, parfois avec des plans séquences interminable dans la rue. Il y a un moment un mec qui est présenté comme un pillard qui est en train de se faire lyncher par la foule et c'est en plan séquence, ça s'arrête pas et c'est incroyable. Évidemment c'est un film qui s'organise presque comme un film à sketch, donc il y a des choses qui sont un peu moins bonnes, il y a vraiment des scènes qui nous parlent et il y a une vraie vision de ce que nous montrent les médias, ou tout de moins ce que montrent les médias russes sur l'Ukraine. Et c'est ça qui est intéressant avec ce film, c'est que tu sais jamais vraiment qui est la personne. Même si elle porte un uniforme, tu te dis ah merde, est-ce que c'est un mec des factions, ou est-ce que c'est l'armée russe, ou est-ce que c'est l'armée ukrainienne. Et ça nous montre en fait exactement ça, le bordel qui règne là-bas. Plus qu'un reportage, puisqu'il y a un moment où on voit la difficulté d'être un journaliste là-bas, puisqu'un journaliste allemand, il arrive, c'est un journaliste allemand, et le mec il dit ah bah t'es un fasciste, puisqu'ils sont toujours restés là. C'est ça qu'il faut pas oublier. Il faut pas oublier que c'était un des pires endroits sur Terre à un moment de l'histoire de l'humanité, et qu'il cultive ça, et que finalement s'il y a dans le bilan qui est fait de l'Ukraine, c'est est-ce que finalement l'Ukraine ne va pas refaire les mêmes erreurs 70 ans après. Moi ça m'a glacé le sang et ça m'a passionné, et je comprends qu'on reste à ses portes si la géopolitique nous intéresse pas. C'est vraiment un film à la fois de cinéma et en même temps une vraie constatation géopolitique. Au début j'avais peur que ça soit très très partisan, ou très très partisan, c'est-à-dire que ça ne montre qu'une partie de la vérité, et là il nous montre une vérité qui est déglinguée, et c'est ça qui est intéressant. Vraiment je recommande Donbass quand il sortira. Donc de Sergueï Loznitsa. Très très grand film, et vraiment en termes de cinéma il y a des trucs incroyables. Il y a des moments où ils montent des faux témoignages, des faux micro-trottoirs où ils sont maquillés à l'entrée et on les fait traverser les champs de mines et tout, et c'est absolument génial. Voilà, c'est en sélection un certain regard. Ouais, merci. Moi, il y a aussi je voulais parler un petit peu d'un autre film de l'Est qui est en compétition. C'est Cold War de Paweł Polikowski. Zimna Wojna. Voilà. Qui du coup, qui a aussi, alors clairement un sous-texte politique, mais qui avant tout est une histoire d'amour sur une quinzaine ou une vingtaine d'années, en fait. Entre une jeune chanteuse et un metteur en scène, compositeur, joueur de piano, voilà, chef d'orchestre. Bon, c'est un peu tout à la fois. Il était incroyable, ce monsieur. Et en fait, on suit l'histoire d'amour et surtout leur déplacement de part et d'autre du rideau de fer sur des dizaines d'années. Et c'est filmé en 4/3, en noir et blanc, avec une photo vraiment sublime. Les images sont vraiment magnifiques, et puis avec une sorte de délicatesse dans la manière de présenter les personnages, de mettre en scène leurs relations, et de beaucoup travailler les ellipses. Et ça, c'est un truc assez intéressant, c'est que justement les déplacements, le fait qu'à un moment on les retrouve à Paris, ils vont aussi à Berlin, ils circulent un peu en Yougoslavie. Ouais. Ils circulent pas mal dans l'Europe, et à chaque fois en fait on saute d'une période à l'autre par des ellipses qui sont, je trouve, toujours très bien vues, et qui en fait assez rapidement permettent de montrer l'évolution du couple et ce qui va les conduire en fait à vivre une romance un peu éternelle.
Et ce qui est intéressant, donc l'actrice est vraiment extraordinaire, et je pense qu'avec l'actrice du Jiazangke, Zhao Tao, c'est deux candidates sérieuses au prix d'interprétation. Et l'autre aspect intéressant, c'est que le film en fait soit court, mine de rien. Le film dure à peu près 1h25, 1h20. Et en fait, mine de rien, comme on voit beaucoup de films de 2 heures où on se dit à chaque fois peut-être que ça aurait mérité d'être là c'est radical, d'enlever telle ou telle séquence. Et là voilà, c'est sec sur l'os, il y a vraiment tout ce qu'il faut et rien de plus. Et c'est plutôt assez satisfaisant en fait d'arriver à la fin d'un film qui t'a tout raconté, qui t'a fait ressentir quelque chose, et sans en faire des caisses et sans dépasser le timing. Et aussi, et c'est ça où Léa était faible, c'est qu'il nous mettait complètement en quelques scènes, il nous met le contexte politique, et ça j'apprécie. Quand tu vois tout d'un coup, ils sont obligés de mettre des chansons patriotiques soviétiques, puisque tout d'un coup la Pologne était sous le joug de l'URSS, et puis ensuite il y a les goulags. Enfin, il y a vraiment il y a beaucoup de contexte politique, et qui nous est montré sans misérabilisme, mais en même temps à chaque fois en nous rappelant que c'était des amours impossibles, parce que t'étais d'un côté ou de l'autre de la barrière. Ça m'a beaucoup parlé familialement, vous pouvez imaginer. Tout à fait. Alors Perrine, tu voulais nous parler de 2 autres films. Je ne sais pas si je les vois sur le papier et je me dis, est-ce que c'est possible de les lier, de raconter quelque chose entre les deux? Non, peut-être pas. Peut-être que je t'emmerde avec cette proposition. Non, ça serait facile de dire que c'est des films LGBT. Ce serait un peu facile. Les deux sont en compétition, si je dis pas de bêtises, à la Queer Palm. Le premier, Sauvage, de Camille Vidal-Naquet, qui est un premier film. Et la semaine de la critique, du coup. Pardon ? Oui, la semaine de la critique. C'est un premier film de Camille Vidal-Naquet, traite de la prostitution gay masculine, et avec une rage, une force, une âpreté assez incroyable. On suit ce personnage, ce jeune garçon qui est donc un prostitué, donc Félix Marito, si je dis pas de bêtises, qui en ce moment fait un petit buzz sur la Croisette à cause de ça, donc voilà, et qui est incapable de vivre, comment dire. Et le titre est excessivement bien trouvé, Sauvage. C'est un personnage qui n'est pas capable de se sociabiliser vraiment, qui n'est pas capable de vivre dans les normes, dans ce qu'on pourrait dire qui est la bonne façon de vivre. Il a pas d'envie de ça, en fait. C'est ça qui est très beau, c'est que c'est un personnage qui est d'une liberté absolue, qui ne refuse de ça. Donc le film a un petit côté un peu catalogue au début, catalogue des pires trash gays possibles, des trucs que je pensais jamais voir de ma vie, mais voilà, je les ai vus. C'est fait. Nous, on a vu Godard, tu sais. Mais là, au début, il y avait un côté un petit peu catalogue, et puis soudainement émerge vraiment ce personnage joué par Félix, qui est un écorché vif qui veut juste être amoureux. C'est un personnage très tendre, qui en même temps ne fait que des erreurs, qui a des comportements injustifiables et injustifiés. Mais c'est pour ça qu'on ne peut que l'aimer, parce que lui est incapable de ça, en fait. Et c'est très très beau d'avoir un tel personnage aussi fort, aussi violent vis-à-vis de lui-même, aussi violent vis-à-vis de tout. Et même dans sa manière de filmer, Camille Vidal-Naquet n'hésite pas à faire des énormes zooms d'un seul coup, d'être très caméra à l'épaule, sans jamais que ça soit fatigant. Il arrive à saisir quelque chose d'un monde parallèle qu'on n'imagine pas, qu'on ne connaît pas, si on le fréquente pas. Et c'est très très fort. À côté, Girl de Lucas Dont, aussi un premier film, Un certain regard. Les gens qui sortent l'appellent le Xavier Dolan flamand, parce qu'il a 24 ans. C'est son premier film, et c'est une... Et il est flamand. Voilà, on a tout dit. Non, mais c'est une vraie pure réussite. C'est assez impressionnant. On suit là pour le coup un jeune transsexuelle, donc un garçon qui veut devenir une fille, et qui est danseuse, elle est danseuse, et comment son corps d'homme, pour l'instant en transition, mais son corps d'homme la gêne dans ce qu'elle veut atteindre, être à la fois danseuse, être femme, être danseuse, et comment d'un seul coup le film arrive à nous faire comprendre
ou en tout cas pour ceux qui n'imaginent pas, la douleur de ce que c'est de ne pas être né dans le bon corps, la violence de ce que c'est de se détester jusqu'au plus profond de ce qu'on est, de ne pas tolérer chaque muscle, chaque bout, même le bout de son pied devient intolérable. C'est un personnage qui est en souffrance, mais en souffrance tue. Jamais il se plaint, il est dans une discipline absolue, il se contraint jusqu'à des actes ultra violents vis-à-vis de lui-même, mais c'est un portrait d'une jeune fille en devenir qui est, je pense, l'un des plus forts que j'ai jamais vu. Et le personnage, l'acteur principal, est tout simplement stupéfiant. Il y a quelques petites longueurs dans ce film, mais pour un premier film, c'est une vraie claque de la part de Lucas Dont. Ah, tu m'as vendu. Ça donne envie. Et alors, Daniel, est-ce que tu avais d'autres films dont tu voulais nous parler ? Écoute, il y en a un dont on n'a pas parlé, mais tu vas voir à mon sourire que je tissais de ce dont je vais parler. On avait ensemble Yomédine, qui est le feel-good movie avec un feel-good movie égyptien où le personnage principal est un lépreux. Ex-lépreux, non ? En rémission, mais il est toujours considéré comme lépreux. Qui part faire un road movie à la recherche de ses racines. Il vient juste d'être fraîchement veuf, donc je pense que toutes les cases sont cochées, mais non, puisqu'il va avoir un sidekick, un petit garçon, un orphelin nubien. Et donc qui est surnommé Obama. Qui est surnommé Obama, c'est génial. Et ils partent ensemble à travers l'Égypte. Et je pense que si tu enlèves toutes les cases qu'on vient de cocher, c'est-à-dire Égypte, lèpre, orphelin, si tu enlèves toutes les cases, je pense que le film était indigeste. Et je crois qu'il arrive à trouver la légèreté qu'il faut pour ce genre de récit, ce genre de voyage initiatique, et en même temps tu les vois en train de se supporter. Je pensais pas que je pourrais parce que c'est difficile. Au début on a forcément, quand on n'est pas habitué à voir la lèpre, les ravages de la lèpre sur un corps, et surtout qu'on croyait, on croit que on croit toujours que ça a été éradiqué et pas forcément. Eh bien je pensais pas qu'on tiendrait, en fait. Je pensais, et en fait ce film arrive à trouver la légèreté pour t'emmener dans cette balade. Voilà, si on enlevait tous les détails, je pense que ça serait habitable, et pourtant voilà, comme ça c'est un premier film aussi, hein, ouais, c'est assez réjouissant. Et il y a une espèce de il y avait aussi le film Kényan aussi dans... Ouais, en fait je voulais d'ailleurs en parler un petit peu. On a vu, j'ai vu 2 autres films à un certain regard. Le film kényan Rafiki. Je suis en train de rechercher le nom de la réalisatrice, mais c'est également un premier film. Et puis on en avait parlé dans la première émission. C'est tout simplement le premier film kényan sélectionné à Cannes en sélection officielle. Et par ailleurs, le film est interdit au Kenya parce que pour promotion de l'homosexualité. C'est un pays où c'est assez compliqué en fait de parler de ce sujet. C'est un euphémisme. C'est un euphémisme, et on le voit dans le film. Tout simplement interdit par la loi. Qui raconte, du coup, donc la réalisatrice s'appelle Wanuri Kayu. Et en fait raconte une histoire d'amour entre 2 jeunes femmes. C'est une sorte de Roméo et Juliette, parce qu'elles sont respectivement les filles de 2 hommes politiques en campagne. Et du coup, elles appartiennent à des clans qui normalement ne doivent pas se mélanger. Et c'est... Alors on peut un peu accuser le film de mièvrerie ou de naïveté, parce que c'est finalement assez gentillet sur la manière dont la romance est traitée. Mais les actrices, déjà les actrices sont formidables, et c'est ça qui porte pas mal l'énergie du film. Il y a un côté très agréable dans la photo du film, et dans le côté très fluo et coloré de l'ambiance visuelle générale. Alors fluo et coloré, il faut dire que c'est pas Wakanda Forever quand même, hein. Oui, mais c'est pas... on a vu le film à la projection officielle, et une des actrices s'amusait à faire le signe Wakanda Forever dans une salle le film a été extrêmement bien reçu, et notamment pas mal de gens s'étaient déplacés, y compris les membres, je sais pas pourquoi uniquement les femmes, mais les femmes du jury officiel qui étaient là. Donc il y avait Léa Seydoux, Kate Blanchett et compagnie pour découvrir le film. Voilà, c'est un film
je pense qu'il faudra pas rater à la sortie quand même, parce que mine de rien, c'est aussi un des aspects de Cannes. Au-delà du cinéma, il y a l'aspect politique, et malgré tout, je trouve que c'est tout à fait honorable. La romance fonctionne bien et est assez entraînante, et dans un autre genre, et aussi sur la jeunesse, et je lis les deux films parce que je vois où tu veux aller. parce qu'il y a une scène quasiment jumelle où on voit des personnages hommes avoir un discours homophobe en fait, et qui dans l'immédiateté du film n'est pas contesté, et après dans chacun des deux films les faits montrent à quel point c'est problématique en fait, l'homophobie. Et cet autre film, c'est À genoux les gars d'Antoine Desrosières, qui a une approche assez intéressante en fait, et la manière dont il a été présenté en sélection, c'est d'essayer de donner la parole à la jeunesse, et il y a notamment un travail sur cette parole et sur le langage, et sur essayer de retrouver des dialogues qui sonnent vrais, et qui sonnent la manière de parler d'une certaine jeunesse. Et du coup, le film raconte une histoire. Quand on la raconte sérieusement, on a l'impression d'un truc hyper glauque, parce qu'en gros, c'est une jeune fille qui se fait acculer. À la fellation. À sucer le copain de sa sœur dans un parking. Ouais. Qui se fait en plus filmer en train de le faire, et ensuite qui se fait qui est victime de chantage. Elle se fait violer. Hein. Et gros hashtag MeToo quand même sur ce coup-là. Donc il y a un certain nombre de trucs vraiment dark, on va dire, mais qui sont traités avec une légèreté et presque de la comédie, de la punchline. Et c'est complètement dans la comédie, et il y a énormément de répliques très drôles, et de moments même d'improvisation assez drôles. Et du coup, on sort du film un peu déboussolé. Moi, j'avais un peu du mal avec le propos. Je me disais, c'est quand même particulier. Qu'est-ce qu'ils essayent de nous raconter, etc. Et en fait, plus je m'éloigne de la projection, plus j'y repense, et plus je trouve qu'il y a quelque chose d'assez intéressant déjà, donc dans la démarche. On va dire, qui n'est pas vraiment une démarche naturaliste, mais en tout cas dans cette capacité à faire parler cette jeunesse. Alors naturaliste, mais c'est pas Keshish. Hein. Non, ça ressemble pas du tout à Keshish. Et d'une certaine manière, c'est peut-être un peu dommage, mais en tout cas, il y a une liberté de ton qui est assez dingue, et ça porte en fait un regard sur la sexualité et la sexualité des jeunes qui est rarement vu en fait. Donc je trouve que c'est un film assez intéressant, et qui pareil aura sûrement droit à une sortie prochaine. J'ai eu plein de problèmes avec ce film quand même. Et mais qui fait débat de plein de manières. Et qui se termine comme Gangsterdam. Exactement. Gangsterdam avec que je n'ai pas vu, mais tu m'as fait ce lien. Alors ça, c'est vraiment la pire manière de vendre ce film. Je suis désolé, mais c'est ça. Et bon, on a fait un peu le tour. Alors c'est compliqué à Cannes, on voit plein de films, il y en a qu'on n'a pas vu. On pourra parler d'un film avec des trolls peut-être un jour. Et on pourra on dit pas le titre comme ça, les gens. Oui, parce que c'est un peu un spoiler. On en parlera une prochaine fois. On n'a même pas parlé d'Honoré. Et on n'a pas eu le temps de parler de Christophe Honoré. Tout le monde l'a déjà vu. On n'a pas eu le temps de parler, qui est d'ailleurs sorti en salle. On n'a pas eu le temps de parler aussi, tout le monde est du film d'ouverture qui est également sorti en salle, et qu'on a dont on préfère ne même pas parler parce que c'était chiant et pas très bien écrit. Et on va se dire au revoir. Merci Perrine, merci Daniel, merci à tous d'avoir écouté ce deuxième épisode de Nos Ciné Spécial Cannes. Merci à la quinzaine des réalisateurs de nous avoir accueillis dans ce bel espace à la Malmaison. Merci à Camille, Alban et Quentin pour la prod et le son. Retrouvez-nous pendant tout le festival sur binge.audio, Apple Podcast et toutes vos applis de podcast. J'avais l'air un peu fatigué, oui, c'est le cas. Mais non, ça va, tu tiens. Ah, la drogue. À très vite. À quel moment ça a merdé ? C'est-à-dire que vous êtes là, vous êtes au Festival de Cannes, mais clairement, vous n'êtes pas du bon côté. Binge.